Bienvenue dans ce podcast de la Ligue Huntington francophone belge qui vous parle de la maladie de Huntington. Vous pourrez y entendre des témoignages de personnes malades, d'aidants proches, de porteurs et de toute autre personne en relation avec cette maladie. Nous remercions les membres de notre communauté qui ont bien voulu partager leur vécu lors de ces enregistrements. Bonjour Céline, tu es la 5e personne qu'on interviewe ici dans le cadre des podcasts. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, bonjour Olivier, moi je m'appelle Céline Gaspard, j'ai 40 ans, je proviens de la région de Marbehan exactement, et maintenant j'habite ici à Sprimont et j'ai une famille avec un mari et 2 enfants. Je ne suis pas porteuse de la maladie, mais mon papa l'était et il est décédé il y a maintenant quelques années. Au point de vue de l'historique familial, en quelle année est-ce que vous avez été averti que la maladie était dans votre famille ? On a été avertis assez tôt que la maladie était dans notre famille puisque ma grand-mère paternelle est décédée en 1984 et en 1984, on savait déjà qu'elle était décédée à peu près 84 de la maladie de Huntington. Seulement, quand à son décès, on nous a dit qu'en fait, la maladie se transmettait de mère à fille uniquement. Et donc, du coup, on ne s'est pas du tout inquiété pour la suite, puisque c'était un fils que ma grand-mère paternelle avait eu. Et puis, on a commencé à voir des petits symptômes apparaître chez mon papa, sans savoir ce que c'était. Il avait quel âge à ce moment-là, tu te rappelles ? Il devait avoir une bonne quarantaine d'années. Donc, on a commencé à voir des petites choses apparaître, un peu plus d'énervement, un peu plus de mouvement, mais on ne savait pas du tout ce que c'était. Et donc, on a commencé par lui faire des examens généraux plus approfondis, mais seulement au moins 10 ans plus tard, je pense. Et puis, c'est seulement en 2009 que là, on s'est vraiment posé la question de la maladie de Huntington. Et c'est aux alentours de 2009 qu'on a eu une réponse sur le fait que mon papa était porteur et malade de Huntington. Ça s'est produit dans quel hôpital, les tests pour ton papa ? Alors, une partie des tests s'est produite à l'hôpital d'Arlon, c'est-à-dire qu'il a commencé à avoir des médecins à Arlon et la neurologue à Arlon. Et donc, la neurologue a fait un travail en entonnoir. Donc, elle a commencé par écarter les plus grosses maladies et puis elle est petit à petit venue sur Huntington puisqu'on avait cette problématique familiale qu'on connaissait déjà. Et puis, pour le reste, ça s'est passé à Bruxelles avec le docteur Constant, donc, qui est le psychiatre, et Anne-Françoise Gillardin, qui est l'assistante sociale. Et c'est cette neurologue-là qui a démenti l'aspect génétique mère-fille, qui était totalement erroné, de transmission mère-fille. Est-ce que c'était elle ou est-ce qu'on s'en était rendu compte plus tôt ? Je ne saurais pas le dire, parce que c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, on s'est quand même dit que ça pouvait être ça, et on a fait des recherches par nous-mêmes, en fait. Tu avais déjà connaissance de la Ligue à ce moment-là ou c'est venu après ? Non, moi j'ai eu connaissance de la Ligue après, quand on a commencé le diagnostic pour mon papa. Je me suis quand même assez vite renseignée et j'ai pris des renseignements auprès de la Ligue assez rapidement. Et quand on vous a donné le diagnostic, est-ce qu'on a été plus précis ? On vous a donné le nombre de répétitions ou ça a été juste un diagnostic pour vous dire ok, il est malade et il est dans le cours normal de la maladie ? Quand moi je suis allée, on a juste donné un diagnostic. Il est malade et c'est en cours de progression. Il n'y a pas eu, pour moi, de nombre de répétitions de triplets, tout ça. Il n'y a pas eu, je me souviens juste de la scène où ma sœur est sortie précipitamment du bureau du médecin à ce moment-là, parce que certainement qu'elle était très choquée par l'entente du diagnostic, et moi je suis restée dans le bureau. À ce moment-là, vous étiez à 4 alors ? Oui. C'est ça, donc oui. ta maman, ta sœur, toi et ton papa. Oui. C'est ça. Et quand lui a eu l'annonce, il a eu une réaction particulière ? Ou il s'en doutait quelque part ? À mon souvenir, pas. Je pense qu'il s'en doutait parce qu'en travaillant en entonnoir, c'est quand même l'avantage et le désavantage, c'est que petit à petit, on élimine tout et on sait qu'il ne peut rester que ça au final. Oui, il avait fait des examens de type IRM ou oui, il avait scan. fait tout ça. Il avait fait toute une série d'examens, plus la prise de sang, évidemment. Et
et puis toute une série d'examens neurologiques. Et après ça, est-ce qu'on vous a déjà proposé un encadrement spécifique au point de vue médical ou accompagnement social Ce qu'on a eu comme suivi, c'est un suivi directement psychiatrique avec le docteur Constant pour mon papa. Mais pour ma sœur, ma mère et moi, on n'a rien eu du tout. Et ça vous a pas été spécialement proposé? Je n'ai pas de souvenir qu'on m'ait proposé quoi que ce soit. Moi, j'ai le souvenir qu'on m'ait parlé d'un test. Et pour moi, c'était important de faire ce test-là. Donc, j'ai fait le test assez rapidement après. Mais je n'ai pas le souvenir qu'on m'ait proposé un suivi particulier. Je sais que je suis venue à la Ligue assez rapidement après pour avoir des informations. J'ai été reçue par Vinciane qui m'a beaucoup aidée, je dois dire, qui m'a beaucoup aidée pendant très très longtemps, jusqu'au décès de papa, qui a toujours été là pour m'aider. Et au point de vue diagnostic, ce qu'on voyait le plus, c'était au niveau comportemental d'abord, ou au niveau cognitif? C'était au niveau comportemental et cognitif. Il n'y avait pas beaucoup de mouvements choréiques. Les mouvements sont venus par la suite. C'était plutôt au niveau mental qu'il y avait des soucis. Tu parlais du test, donc entre 2009 et l'annonce à ton papa, et le test que tu as fait, ça a pris combien de temps pour toi de te décider? Pas longtemps, je me suis décidée tout de suite parce que je savais que dans ma vie future, je voulais absolument avoir des enfants et je voulais être certaine que je ne pouvais pas leur transmettre cette maladie, ou je voulais être certaine de savoir que j'avais potentiellement cette maladie et qu'il faudrait faire autrement pour avoir des enfants. Et ce test, tu l'as fait ici à Liège? Je l'ai fait à Liège, moi, oui. Et donc j'ai été suivie par un psychiatre aussi, que je n'ai pas vu très longtemps parce qu'en même temps, j'étais suivie par un psychologue par moi-même pour avaler la nouvelle par moi-même. Et donc, du coup, le psychiatre m'a juste fait lire un livre qui s'appelle Le Test de Jean Barema pendant le moment où pendant la procédure de test. Et j'ai lu tout le livre et c'est un livre qui est assez hard à lire, je trouve. Il me l'a fait lire parce qu'il m'en a cru capable. J'en étais capable, mais à la réflexion, je me suis demandé si c'était bien nécessaire d'aller lire ce genre de livre parce que c'est assez noir quand même. Est-ce que tu penses que ça t'a quand même aidé malgré tout, ou bien ça a plutôt eu tendance à te faire te poser d'autres questions, ce livre? Ça m'a aidé dans ma réflexion, ça m'a aidé dans les questions que je voulais me poser, ça m'a aidé dans l'avancée de mon travail et de mon cheminement vers le résultat du test, mais ça reste un livre qui est difficile à lire. Je ne le conseillerais de toute façon pas à tout le monde. Et tu es quand même contente de l'accompagnement psychologique que tu as eu par rapport au test? Il a été assez court parce qu'en fait, ma sœur a fait le test à peu près en même temps et le psychiatre a décidé, ou est-ce que c'était déjà comme ça avant, je ne sais pas très bien, que ma sœur avait besoin de plus de suivi et il ne pouvait pas nous suivre toutes les deux, et donc du coup il a choisi de suivre ma sœur et moi il m'a renvoyée vers le psychologue que je voyais déjà. Donc vous avez décidé de faire le test en même temps? À peu près oui, parce que toutes les deux on s'est retrouvées face à papa qui était malade et on voulait savoir comment ça allait se passer. Et pour elle, l'annonce du résultat, ça a été comment? L'annonce du résultat s'est très mal passée pour ma sœur et cette annonce du résultat qui s'est mal passée pour elle découle de mon annonce de résultat par rapport à moi. Parce qu'en fait, quand moi j'ai eu mes résultats de test, je voulais pas du tout qu'elle vienne avec moi, mais les choses ont fait que c'est elle qui est venue avec moi et elle a compris tout de suite que mon résultat était négatif et je lui ai dit, elle l'a vu. Elle ne m'a rien dit, mais elle m'a dit par la suite qu'elle avait compris dès le moment où mon test était négatif que le sien serait positif, parce qu'elle avait mal compris la génétique. Elle n'avait pas compris que ce n'est pas obligatoirement une fille sur deux qui a la maladie. Elle n'avait pas compris qu'on avait chacune 50% de chance de ne pas l'avoir. Pour elle, à partir du moment où moi je ne l'avais pas, elle s'était mis en tête que c'était obligatoirement elle qui l'avait, alors qu'on aurait très bien pu ne pas l'avoir toutes les deux ou l'avoir toutes les deux. Mais elle s'est mis ça en tête et effectivement, quand elle a eu son résultat et qu'elle a appris qu'elle l'avait, elle l'a pris comme quelque chose qu'elle savait déjà.
Ma sœur, elle s'est suicidée il y a maintenant 6-7 ans. Et donc, pour moi et pour ma famille, elle commençait à présenter des signes de la maladie, mais les médecins qu'elle voyait lui assuraient que ce n'était pas le cas pour l'instant. Donc, vous avez eu l'impression que son suicide était lié au fait qu'elle pressentait que des symptômes arrivaient chez elle? Son suicide ça a été beaucoup de choses à la fois, dont peut-être ça aussi, oui, mais il y avait d'autres choses aussi. Il y avait un terreau Oui, favorable. il y avait un terreau favorable à la base pour Noémie, et donc voilà. Le décès de ta sœur a eu lieu en 2016 Oui, c'est ça, en août et 2016. ton papa, il était toujours là, lui. Mon papa était toujours là et ça a été une annonce très très difficile à lui faire. Je me souviens de lui avoir annoncé avec ma maman que sa fille était décédée. Et heureusement, donc nous, on était à Liège, là où ma sœur est décédée, et mon papa était à Marbehan, à la maison. Et heureusement, on a quand même de la famille et des voisins sur qui on a pu compter, qui sont allés entourer papa directement. Et limite, ils étaient même là pour l'entourer au moment où nous, on a téléphoné. Et c'était nécessaire parce que ça a quand même un coût, c'est quand même un énorme coût en fait. Oui, il avait encore toutes les capacités pour lui de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Oui, et il comprenait, en tout cas, il a compris que sa fille était morte. Donc ça, il l'a bien compris. Est-ce qu'il a compris les tenants et les aboutissants de la chose? Ça, j'en sais rien, je suis incapable de le dire. Mais il a bien compris que sa fille n'était plus là, ça c'est sûr. Et lui, il est passé en institution. Papa, il est resté avec nous je dirais jusqu'en 2017 à peu près, jusqu'à une sortie de la Ligue où il a fait une grosse crise et on a dû appeler l'ambulance et la police pour le mettre dans l'ambulance. Et puis de là, il a été hospitalisé quelques jours, d'abord à Libramont, et puis il est allé au Péry. Et puis de là, on a décidé qu'il ne pouvait plus rester à la maison et qu'il fallait absolument le placer, institutionnaliser. Ça ne s'est pas fait tout de suite. Quand ça s'est fait, le début a été fort difficile parce que dans l'institution, ils ne connaissaient pas tous Huntington. C'était une institution à Libramont. Et puis après, il y a eu, je ne sais plus si c'est la Ligue ou si c'est Madame Topet qui sont allés expliquer à l'institution comment ça fonctionnait et ainsi de suite. Et après, ça s'est vraiment très bien passé. Il a vraiment été bien pris en charge dans cette institution-là et il est mort en janvier 2019. Son décès est lié à des complications au niveau pulmonaire? Non, ce n'est pas un décès lié à des complications au niveau pulmonaire, c'est un décès qui est survenu comme ça. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est levé un matin, il a voulu prendre son petit déjeuner, il est tombé de sa chaise et c'était fini. Est-ce qu'il avait déjà abordé les questions de fin de vie? Est-ce qu'il avait un projet Alors ça a été quelque chose de très compliqué pour nous parce que mon papa avait des activités extra-professionnelles dans lesquelles ils abordaient beaucoup de questions différentes et beaucoup de questions philosophiques. Et donc papa avait décidé d'aborder cette question de la fin de vie avec ces personnes-là. Et donc il a fait tout un travail sur sa fin de vie, mais il était trop avancé dans la maladie que pour faire ce travail lui-même, c'est-à-dire que le recueil d'idées, il l'a fait lui-même. Donc je l'ai fait avec lui, en fait. J'ai pris sur moi de faire ce travail-là avec lui. Donc le recueil d'idées, ce sont ses idées, c'est lui qui l'a demandé. Et la mise en place du travail, c'est moi qui l'ai faite, c'est moi qui ai écrit le travail. Et bon, lui, il l'a partagé avec ses amis. Est-ce que ce travail, il a été d'application par la suite ou il n'y a pas eu de possibilité de l'implémenter? En fait, papa ne voulait pas d'acharnement thérapeutique. Il avait refusé tout ça. Il voulait une fin de vie programmée quand ça n'irait plus. Mais j'ai fait tout ça, on a fait tout ça avec papa un peu avant et pendant toute la période où j'étais enceinte d'Eléa, donc ma première fille. Et au moment de la naissance d'Eléa, ça a été un peu comme une renaissance pour papa, c'est-à-dire qu'il s'est pris d'amour pour sa petite fille et il n'a plus parlé de cette question de fin de vie.
Et donc, on n'en a plus reparlé non plus avec lui, donc ça n'a pas été mis en place. Et de toute façon, on n'aurait pas pu le mettre en place, je pense, parce qu'il n'avait plus suffisamment, l'état cognitif n'était plus suffisamment bon pour pouvoir le mettre en place à ce moment-là. Est-ce que dans la famille, il y a encore d'autres personnes qui sont touchées par la maladie à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, a priori, plus personne, puisque papa avait un frère qui est mort très jeune dans un accident de voiture. Et puis, il y avait lui, donc il n'était que deux. Donc, à partir du moment où papa a déclaré la maladie, papa n'avait que 2 filles, ma sœur et moi. Moi, je ne l'ai pas et ma sœur l'avait, mais elle est décédée aussi. Donc, a priori, il n'y a plus personne qui pourrait être touché par la maladie. Ça n'empêche pas qu'on en parle, que j'en parle dans la famille, que je suis active au sein de la Ligue Huntington. Et ça n'empêche pas tout ça parce que la maladie n'est pas... Elle est arrêtée physiquement, mais mentalement, elle nous a touchés et elle a été dans notre famille. Oui, elle ne s'arrête pas juste au deuil de ton papa et de ta Non, c'est sœur, ça. ça dépasse. Oui, c'est ça. C'est une maladie qui reste là, qui dépasse le deuil, qui dépasse le fait que les personnes porteuses ne soient plus là, parce que c'est une maladie qui est suffisamment importante, suffisamment invalidante et suffisamment difficile à vivre pour qu'on puisse continuer à en parler et faire tout ce qu'on peut pour aider les autres. En parlant d'aide, c'est principalement ta maman qui a été aidant proche? Oui, ma maman a fait énormément de choses pour mon papa. Elle a été aidant proche pendant de nombreuses années. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, dont prendre un mi-temps pour s'occuper, pas un mi-temps médical, mais un mi-temps pour s'occuper d'une personne malade. Elle s'est beaucoup occupée de lui. Elle a mis en place toute une série de choses à la maison pour lui permettre de rester à la maison le plus longtemps possible, pour lui permettre de se sentir en sécurité aussi et de pouvoir continuer à vivre quelque chose de correct dans sa maison et dans ses habitudes. Après le décès de ton papa, est-ce qu'elle a eu beaucoup de mal pour se reconstruire, dans la mesure où ça prend toujours énormément d'énergie, de temps de s'occuper d'une personne malade? Est-ce qu'elle s'est retrouvée fort seule, désemparée? Elle s'est certainement retrouvée seule et désemparée. Maintenant, c'est quelque chose qui est difficile à dire puisque déjà, c'est moi qui fais l'interview, c'est pas elle, donc je ne saurais pas dire exactement dans quelle mesure elle s'est retrouvée désemparée ou pas. Mais d'un autre côté, elle s'est aussi beaucoup occupée de sa maman à ce moment-là. Et donc, elle a pris le pli quelque part de ne plus s'occuper de papa, mais de s'occuper de sa mère. Donc, voilà. À l'annonce du résultat en 2009 pour ton papa, il travaillait toujours à ce moment-là? Papa travaillait toujours, ça a été quelque chose de très difficile parce qu'il fallait le cacher. Il fallait que personne ne soit au courant. Et je sais que dans le village, ça jasait parce qu'en fait, en plus de son travail, papa était un personnage politique au niveau de la commune. Et donc, les gens n'arrêtaient pas de dire qu'il était saoul, en fait, parce qu'il avait une démarche un peu titubante sur la fin. Et nous, on entendait tout le temps dire que papa était saoul, et on pouvait pas dire qu'en fait, il était malade. Et on a pu seulement sortir de ce tabou à partir du moment où il n'a plus travaillé et où ça n'a plus été, il n'a plus été en politique non plus. Et donc, on pouvait parler. Et voilà, il était entre guillemets libre d'être malade. Mais c'est lui qui a pris la décision d'arrêter son travail, de son propre chef. Il a pris sa pension, oui. Il était en âge d'être pensionné, donc il a pris sa pension. Oui, il n'y a pas eu d'écartement. Non, il n'y a pas eu d'écartement, non. Et donc, une fois qu'il a pris sa pension, le tabou a pu être levé et vous avez pu en discuter avec l'entourage proche dans ce cas. Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans notre entourage proche, il y avait des gens qui connaissaient papa de par son travail. Et mon père avait quand même un poste à responsabilité au sein d'une école. Il était administrateur d'un internat et d'une école. Et donc, du coup, pour ses responsabilités, ce n'était pas bon du tout qu'on sache qu'il était malade. Et ce qui fait qu'on ne pouvait vraiment pas en parler, on pouvait en parler à personne. Donc moi, je me souviens d'avoir demandé expressément à mes parents pour pouvoir en parler à ma grand-mère parce que j'allais partir une semaine en vacances avec ma grand-mère et que c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour pouvoir en discuter avec elle et pour pouvoir un peu me soulager aussi. Je ne sais plus quelle a été la réponse qu'ils m'ont donnée. Je pense qu'ils m'ont dit que je pouvais en parler, mais que ma grand-mère devait quelque part promettre
de ne rien dire à son entourage parce qu'elle connaissait des gens qui connaissaient papa dans son travail et ça aurait pu vraiment lui porter préjudice. Après, je sais que au niveau de son travail, dans les dernières années, les gens ont vu qu'il était malade. Ça commençait vraiment à se voir et à être un petit peu délicat même pour son travail. Et il y a des gens qui l'ont aidé. Heureusement d'ailleurs qu'ils étaient là, ces personnes-là. Maintenant, il y a des gens qui lui ont tiré dans les pattes aussi. À partir du moment où où on a un poste à responsabilité et à partir du moment où on est connu au niveau de la politique, d'office, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer et qui vont utiliser tout ce que vous faites mal et tous vos défauts et tous vos petits ratés pour vous tirer dans les pattes. Et hormis l'aspect travail, il avait des hobbies qu'il a continué à poursuivre ou... Oui, justement, le groupe de personnes avec lequel il parlait souvent philosophie et tout ça, là, il a continué à y aller régulièrement. Et alors là, s'est mis en place une chaîne de solidarité, on pourrait dire, puisqu'à un moment donné, il n'a plus pu conduire. Et donc, du coup, c'était des gens qui venaient le chercher, et des amis qui le ramenaient. Ou alors nous qui allions le rechercher, mais on essayait toujours de s'arranger pour qu'il puisse continuer à y aller, parce que ça lui faisait du bien, en fait. En termes d'accompagnement, pour une personne malade comme ton papa, qu'est-ce que tu estimes qui a été le plus important? Continuer à rester dans sa vie et dans ses habitudes et continuer à voir ses amis. Continuer à voir ses amis, ses proches, pouvoir continuer à boire son petit Orval quand il en avait envie, même s'il en buvait trop. Bon, c'est à partir du moment où les gens sont malades, il faut quand même qu'ils gardent la possibilité d'avoir un petit plaisir et boire son petit Orval ou ses 2-3 petits Orvaux sur la journée. C'était quelque chose qui lui faisait plaisir. Et je sais bien que le docteur Gédidi nous avait dit à un moment donné qu'il fallait arrêter. Mais pour papa, c'était pas faisable. C'était vraiment ce qui lui restait. Il a pu aussi continuer à aller en vacances jusqu'à assez tard dans la maladie avec ma maman. C'était toute une série de choses qui lui faisaient du bien. Et puis voir ses petits-enfants grandir et être là. Moi, je me souviens de lui avoir présenté ma deuxième fille qui est née en 2018. Il était aux anges, même si c'était plus le même. Quand je lui ai annoncé que sa fille était née, que sa petite fille, pardon, était née, il m'a même pas félicité. Je ne sais même pas s'il a compris ce que je lui annonçais. Il était déjà placé, je lui ai annoncé au téléphone. Je suis pas sûre qu'il ait bien compris ce qui se passait, mais quand il l'a vu, il était super heureux et quand il les voyait tous les deux, c'était son plus grand bonheur. Il y a des choses que tu penses qu'on devrait encore mettre en place ou il y a des choses que tu voudrais souligner dans l'accompagnement qui sont positives? Il faut aider les gens qui accompagnent les personnes malades parce que c'est hyper difficile. Il faut leur permettre d'avoir des facilités au niveau de leur carrière, au niveau de leur temps de travail, au niveau de beaucoup de choses, parce que c'est pas facile. Accompagner une personne, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est tout un travail, toute une mise en place, toute une réflexion qui est autour de la personne et qui est centrée sur la personne. Se dire j'ai peur d'aller faire mon sport parce que la personne va rester toute seule 1 heure, ça veut dire qu'il faut aussi avoir les moyens de faire garder la personne si c'est nécessaire. Et comment peut-on faire garder une personne? Il faut qu'il y ait des services pour ça. Est-ce que je peux encore aller travailler une journée en laissant la personne toute seule à la maison? C'est aussi une question qui se pose. Alors on peut essayer de la placer dans un centre de jour, mais ça ne se passe pas bien dans tous les centres de jour. Donc ça veut dire que pendant 9 heures, parce qu'on compte 8 heures de temps de travail plus le trajet, pendant environ 9 heures, on ne va pas voir la personne. Est-ce que la personne a su se faire à manger? Parce qu'à un moment donné, les personnes ne savent plus se faire à manger. Je sais que papa a laissé parfois des plaques de cuisson allumées pendant toute la journée parce qu'il oubliait de les éteindre. Il faut vraiment aider ces personnes aidantes proches et il faut aussi les aider d'une manière peut-être plus psychologique si elles ont besoin, ou parce qu'il faut qu'elles puissent parler aussi. Parce que c'est un gros fardeau d'accompagner les personnes. Moi, je sais bien que papa détestait quand je revenais à la maison parce que je vérifiais qu'il ait bien pris tous ses médicaments. C'est quelque chose qu'il n'aimait pas. Et j'arrivais, je lui disais, est-ce que tu as bien pris tes médicaments? Et je regardais dans sa boîte. Il détestait ça. Mais c'était important aussi pour moi de vérifier ça. Mais ma maman a fait un travail formidable avec mon papa et ça, je ne le dirai jamais assez.
Qu'est-ce qui a provoqué, donc toi tu t'es investi dans la Ligue Huntington, qu'est-ce qui a provoqué cet investissement? Mais justement, le fait que ce soit une maladie qu'on connaît très peu, qu'on n'apprend pas à diagnostiquer comme ça d'un seul coup, qu'il y a encore des médecins qui méconnaissent la maladie, qu'il y a encore toute une série de la population qui ne sait même pas ce que c'est important de faire connaître cette maladie et c'est pas parce que nous on la vit et nous on est dedans qu'on doit oublier de pouvoir montrer à tout le monde que ça existe, que c'est là et que pour l'instant c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. Il faut arrêter de parler uniquement d'Alzheimer, il n'y a pas que Alzheimer dans la vie. Il y a encore une publicité qui tourne pour l'instant à la télé avec un professeur d'université qui vient dire je m'inscris dans la Ligue Alzheimer et inscrivez-vous tous dans la Ligue Alzheimer parce qu'il y a plein de démence dans le troisième âge. Mais il n'y a pas que Alzheimer, il y a tout un tas de maladies. Il faudrait plus les connaître et les faire connaître parce que c'est super important et il n'y a que comme ça qu'on aura plus de visibilité et qu'on pourra plus aider les malades. La raison pour laquelle tu as voulu rejoindre la Ligue, c'était pour sensibiliser le monde extérieur à la maladie d'Huntington et aux autres maladies chroniques et génétiques de ce type-là alors. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois maintenant. Est-ce que c'est pour ça que j'y suis rentrée quand j'ai commencé? Peut-être que c'était aussi pour avoir de l'aide et pour voir d'autres personnes qui souffraient aussi de cette maladie, parce qu'on peut jamais dire qu'on fait ça de manière totalement altruiste. Il y a un moment donné où on a besoin d'aide aussi. Et puis j'ai trouvé que Vinciane et ses collègues, donc toi pour l'instant et d'autres avant, faisaient quand même un travail formidable et qui méritaient d'être aidés dans leur travail. Qu'est-ce que tu gardes comme image de ton papa? Maintenant, ça fait déjà quelques années qu'il n'est plus là et quelle image tu gardes de lui? Ça, c'est une question pour me faire pleurer, ça. Non, je garde une bonne image de mon papa, une belle image de lui. Je garde pas l'image que j'ai de lui quand il était malade. Je garde l'image d'un homme fort qui s'était investi dans des causes qui lui tenaient à cœur, qui faisait son travail avec beaucoup de bonne volonté et qui travaillait vraiment bien, qui était toujours prêt à aider les autres. Et si je dois garder une chose de quand il était malade, c'est les sourires et les bisous qu'il faisait à mes filles. Ça, c'est merveilleux. C'était merveilleux. On va terminer sur cette note-là, cette note positive et de tendresse. Et je te remercie pour le temps que tu nous as accordé et pour ton investissement dans la Ligue. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. La Ligue Huntington francophone belge est une association de patients active depuis 1996. Elle a pour mission principale de soutenir, d'accompagner et d'informer les familles touchées par cette maladie, mais également de sensibiliser les instances politiques et les professionnels de santé. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook pour rester informé de nos prochains événements et diffusion de nos podcasts.